les professeurs Yaya Kone va nous parler sur les processus de construction identitaire et professionnelle en enseignement. Peut-être quelques notes par rapport au parcours du professeur Yaya. En fait, il est chercheur en pédagogie et de la formation en ligne et de la formation hybride en contexte universitaire. Il explore les enjeux de la pédagogie numérique disciplinaire en lien avec l'évaluation des apprentissages, la pédagogie inclusive, l'apprentissage collaboratif et la formation à distance. Et il s'intéresse aussi au développement professionnel des conseillères aussi pédagogiques et enseignants universitaires. La présentation que je m'en vais faire aujourd'hui, évidemment, va porter sur le construit identitaire en termes d'identité professionnelle en enseignement, dans tous les ordres d'enseignement et dans n'importe quel contexte d'enseignement. Je vous présente un plan de présentation qui va situer le contexte de ma présentation et aussi les approches théoriques qu'on a de façon générale dans le domaine du développement professionnel en enseignement. Et on va parcourir un peu la dynamique de la relation entre la pratique et la construction des savoirs d'action, et aussi voir dans quelle mesure l'activité pédagogique a un impact transformationnel sur l'expertise de l'enseignant. Et puis enfin, comment est-ce que tous ces éléments-là entrent dans la construction, je veux dire en termes de vécu expérientiel, comment est-ce que tous ces éléments entrent dans la construction de l'identité professionnelle en enseignement. Et puis par la suite, faire un ramassis de tout ça, une conclusion et mettre en perspective ce qu'on pourrait faire avec les propositions que je vais faire. Alors, la mise en contexte, c'est que la communication que je fais s'inscrit dans une contribution que j'ai faite à un ouvrage collectif cette année, et qui a été publié cette année, qu'on appelle l'analyse réflexive en enseignement professionnel et technique. Et cette contribution vulgarise quelques aspects, certains aspects des résultats de ma recherche doctorale, de ma thèse doctorale. Et enfin, cette contribution aussi met en relief le caractère très complexe, très professionnalisant et hautement, je dirais, métacognitif, pas seulement cognitif, mais surtout métacognitif de la profession enseignante. Alors, de façon générale, la littérature nous présente deux approches théoriques du développement en enseignement. On a une tendance d'approche développementale et une autre tendance d'approche professionnalisante. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'approche développementale, quant à elle, présente le cheminement de l'enseignant en termes de différentes phase progressive dans la carrière. Mais cela n'est pas seulement typique à la profession enseignante, on en trouve dans tous les domaines de pratique professionnelle, et ce cheminement est fait par rapport au nombre d'années dans la carrière en termes de progression, d'évolution dans les gestes professionnels que l'enseignant va poser, dans ses attitudes, dans ses pensées, dans ses jugements en termes de décisions qu'il va prendre ou elle va prendre. Et là, ce qui a mené des chercheurs tels que Super à parler de croissance, des phases de croissance, des phases d'exploration, des phases d'établissement, de maintien et de déclin. Et Vonk, lui, parlera de phases pré-professionnelles, c'est-à-dire même avant que l'enseignant, du moins avant qu'il n'entre sur le terrain, la formation, la professionnalisation commence déjà. On parlera des phases d'acquisition, des réorientations et d'arrêt progressif en termes de fin de carrière progressive. Huberman, qui est beaucoup connu dans le domaine, parle de phases d'entrée dans la carrière, phase de stabilisation, d'expérimentation, de remise en cause, de conservatisme, on ne veut plus rien changer, et puis après, ben, écoute, là, je n'ai plus à me tuer pour les autres, donc une sorte de désengagement vers la retraite.
Seichner, Igor et les autres vont parler de trois phases. La phase avant la formation initiale, la phase pendant la formation initiale et la phase après la formation initiale. Beron et ses collaborateurs, les autres voient trois niveaux. Le niveau 1, celui de débutant, le niveau 2, celui des compétents, et le niveau 3, celui de l'enseignant efficace. Et Thérèse Noll parlera plutôt de socialisation informelle, socialisation formelle, l'insertion dans la profession et la socialisation personnalisée et la socialisation des rayonnements. Mais toutes ces approches-là sont faites en regard du nombre d'années moi, je dirais plutôt du développement par rapport au nombre d'années dans la pratique. Mais la littérature nous montre que cette approche développementale a des limites dans le sens où, d'une part, cette approche présente l'évolution dans la carrière comme un processus chronologique et linéaire que tous les enseignants suivraient. Et d'autre part, ça exclut les particularités du contexte de l'enseignant. Et moi, j'ajouterais pas seulement les particularités du contexte, mais aussi les particularités de la personnalité de chaque individu. Et à ce niveau-là, la raison est simple parce que chaque personne est différente. Et on est différente de par notre personnalité, on est différent de par notre culture, on est différent de tout ce qu'on aura vécu dans notre cheminement jusqu'au stade où nous en sommes. Et aussi, il y a l'impact de l'appartenance disciplinaire, nos domaines de spécialisation qui influent aussi sur notre façon d'appréhender la réalité, de comprendre la réalité. Il y a aussi le fait qu'on évolue dans des structures et cultures organisationnelles différentes. Les écoles ont leur propre... c'est pas les mêmes, même si on a une politique éducative provinciale ou nationale commune à tout le monde, mais chaque environnement éducatif évolue selon ses réalités. Et il y a aussi le contexte de la formation en ligne, le contexte de la formation en présentiel. Et donc, l'approche développementale ne saurait vraiment traduire le développement de l'enseignant. Comment est-ce qu'il se développe, comment est-ce qu'il développe son expertise. Alors, le développement professionnel, chacun de nous l'aura certainement vécu, c'est plutôt un processus cyclique. Un processus cyclique qui nous implique dans une dynamique de construction, de déconstruction et de reconstruction. Et cela se fait à travers notre planification initiale que nous avons. Cette planification initiale confrontée à la réalité de la salle de classe va nous amener à nous interroger, à nous remettre en question. Donc, ce qui donne lieu au développement de l'esprit critique, ce qui donne lieu, ce qui nous amène à adapter ce que nous devons faire et en adaptant, en questionnant, en essayant de réaliser le projet principal qui est de notre travail enseignant dans la salle de classe, qui est le plan de cours, la leçon qu'on est en train de mener. Il y a des apprentissages qu'on va réaliser. Dit autrement, on va essayer de se mettre en distance par rapport à ce qui est en train de faire pour pouvoir objectiver notre pratique. Et cette objectivation va nous amener à des apprentissages individuels, ces apprentissages individuels qu'on pourrait éventuellement partager avec d'autres collègues, ce qui donnera lieu à des apprentissages collectifs. Alors, ce qui sous-entend en fait que le développement professionnel en enseignement s'appuie sur ce qu'on appellerait le développement de compétences. Développement de compétences en vue d'une expertise professionnelle. Et d'où la pertinence, parce que quand on explore la littérature, on verra la critique qu'on fait de l'approche développementale et la pertinence qu'on met de l'avant au niveau de l'approche professionnalisante.
Et cela nous amène évidemment à aller explorer cette approche professionnalisante. Et cette approche professionnalisante se décline comme un processus d'apprentissage d'une part, mais aussi un processus de recherche et de réflexion. Et moi, j'en viens à la conclusion que c'est beaucoup plus un processus de recherche et de réflexion, duquel processus découle un apprentissage, non, découle des apprentissages. Et là, ce processus d'apprentissage, c'est un processus d'apprentissage professionnel pratique, qui est lié à la réalité du terrain. Et là, nous avons des chercheurs comme De Kettel, qui est un chercheur en pédagogie universitaire, un chercheur belge, qui parle de deux niveaux dans ce processus d'apprentissage professionnel, un niveau micro en termes d'incidents critiques qu'on va vivre dans nos salles de classe par rapport aux éléments extérieurs qui viendront, moi j'appelle ça des éléments perturbateurs, qui viennent perturber le processus de nos projets centrales de leçons. Donc, ce serait par exemple des comportements inattendus, des réactions inattendues ou tout autre événement qui viendra briser la planification initiale qu'on s'était faite. Et là, De Kettel aussi parle aussi d'un niveau macro en termes de tout ce qui serait paramètres extérieurs, indépendamment de l'enseignant, en termes de variables sociopolitiques, économiques et culturelles qui peuvent venir influer sur les expériences de chaque enseignant. Et la pandémie du COVID-19 en est un exemple très, très pertinent, hein, qui, d'une manière ou d'une autre, a impacté l'expérience pédagogique de tout un chacun de nous et qui nous a mené tout un chacun, toute et chacune à nous ajuster, à nous adapter et à revoir nos façons de faire en termes d'enseignement. Et là, dans ce contexte-là, Day, pour lui, l'enseignant ou l'enseignante demeure l'agent ou l'agente centrale de son propre changement. Et cela dans une dynamique d'objectivation qu'il va faire de sa pratique, mais aussi dans une dynamique de confrontation avec les autres pour pouvoir développer ce qu'on va appeler le genre professionnel. Le genre professionnel, c'est-à-dire ce savoir collectif où tout un chacun de nous fera l'économie de réinventer de nouvelles choses. Donc, on va aller épuiser ce qui est déjà fait et on va essayer de l'adapter à nos différents contextes. Et donc là, pour lui, c'est un processus conscient et réfléchi qu'on va faire et que ce soit d'un niveau micro ou macro où l'enseignant joue toujours le rôle d'agent central, il y a production de nouveaux savoirs, il y a changement de pratique dans la façon de faire chez l'enseignant ou l'enseignante. Et là, ce processus de recherche et de réflexion nous amène, Sean, par exemple, parlera de réflexion dans l'action et sur le modèle d'action, ce qui s'inscrit dans une dynamique de conceptualisation de l'activité. Il y a aussi Lieberman et Miller et même Boyer qui parlent de recherche de l'enseignant sur sa propre pratique. Donc, on va essayer de faire de notre enseignement, de notre pratique, un objet d'étude afin de pouvoir apprendre davantage sur comment réaliser de belles expériences pédagogiques. Et des chercheurs comme Tardif et ses collaborateurs, Raymond, Schulman et autres, trouvent que ces façons de faire produisent des niveaux différents des différents niveaux de savoir professionnel et ces différents niveaux de savoir professionnel pour lui, cela développe chez l'enseignant une certaine autonomie professionnelle et développe son grand sens de responsabilité professionnelle. En clair, l'approche professionnalisante vient montrer que le développement professionnel n'est pas chronologique, ça ne se fait pas de façon chronologique ni linéaire, mais c'est plutôt un processus très complexe. Un processus très complexe qui doit tenir d'une part, qui tient compte et de la personne de l'enseignant ou de l'enseignante, de son environnement dans lequel il évolue, de ses interactions avec cet environnement-là et des implications de ces interactions sur son développement dans l'évolution
dans son évolution dans la carrière. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est très intéressant en ce sens que l'approche professionnalisante présente la carrière, le développement dans la carrière comme un nœud d'un enlacement très, très serré où l'enseignant demeure l'acteur principal qui devra aller trouver le fil conducteur exact, précis de son développement. Et ça démontre toute la pertinence des apprentissages, des processus d'apprentissage que l'enseignant devra faire par la recherche et la réflexion, parce que pour démêler un fil un nœud un fil qui se trouve dans un nœud très enlacé, ben, il va falloir mener une petite recherche, il va falloir réfléchir comment trouver ce fil-là, le fil conducteur. Et donc, il est quand même intéressant d'aller savoir comment chacun de nous arrive à réaliser ce processus-là. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il est intéressant de voir, d'analyser le lien entre la pratique et le savoir d'action. Et là, le chercheur français Pastré parle de didactique professionnelle, et cette didactique professionnelle va s'appuyer sur le principe du déséquilibre cognitif chez le professionnel lorsqu'il entre en contact avec le terrain. Le terrain et cette réalité du terrain va l'amener à élaborer des stratégies pour pouvoir s'accommoder à la situation. Et donc, son modèle s'inspire de la théorie piagétienne du développement cognitif. Et donc, on voit qu'il y a des équilibres pour pouvoir se reconstruire. Et cela amène le professionnel qui doit revoir sa structure, sa démarche pour pouvoir réaliser les objectifs visés. Donc, il y a un élément parmi tant d'autres, une approche théorique parmi tant d'autres, qui est la didactique professionnelle. Alors, la didactique professionnelle, elle va essayer de mettre en perspective le déséquilibre entre le plan épistémique en termes de théorie et le plan pragmatique en termes de pratique. Et donc ici, comme je l'ai déjà dit, en contact avec la réalité, quand on prend le cas de l'enseignant, il va avoir un déséquilibre sur le plan, du moins entre le plan de cours initial qu'on a conçu et puis la réalité de la salle de classe. Et ce déséquilibre va se lire à travers les réactions des apprenants, à travers les éléments perturbateurs du projet central du cours, ce qui amène l'enseignant qui doit s'adapter en faisant une lecture critique des interactions réelles qu'il vit en classe, qu'on soit en présentiel ou en virtuel. C'est les mêmes réalités qu'on va vivre. Et en même temps qu'il est en train de donner son cours, qu'il y a ce déséquilibre, il va falloir qu'il élabore d'une manière ou d'une autre des stratégies pour pouvoir s'adapter, donc des stratégies de résolution de problèmes, ce qui l'amène d'ailleurs à des modèles d'action qui émergent plutôt de l'action, hein, et ça lui permet en fait de réaliser des apprentissages. Et donc, ce qui l'amène à revoir sa planification en termes d'objectifs, de contenu, de stratégies, de matériel. Et ça, ce processus-là, dans ma thèse doctorale, je faisais cette recherche et puis je suis tombé dans l'exploration de la littérature sur Varela. Varela, qui était un neurobiologiste, je crois, et puis lui et Matura parlent plutôt d'énaction et d'autopoèse. Énaction et autopoèse parce qu'il s'appuie sur le principe de l'autonomie de l'organisme vivant. Et donc, pour eux, le caractère dynamique du sujet acteur comme système, le sujet acteur est à la fois, l'organisme est à la fois ouvert et fermé. Ouvert et fermé
en ce sens que, et là, j'ai pris cette image pour pouvoir vous montrer tout ce processus-là, il y a une action parce que la réalité n'étant pas donnée, on est obligé d'aller interpréter ce qu'on vit ici et maintenant dans l'action, et c'est ce qui va guider notre façon de faire. Et donc, cela se fait en fonction de ce qui émerge de la situation qu'on vit. Et le sujet acteur est aussi autopoétique. Autopoétique en ce sens que cette action d'interprétation, de guidage de notre action va nous amener à nous autoréguler, à nous restructurer. Mais ce faisant, on ne se dénature pas, hein, on demeure nous-mêmes toujours avec nos conceptions, avec qui nous sommes, et donc cela entre seulement dans la reconstruction de notre organisme, de notre organisation interne. Et ça, j'ai trouvé cette image très, très intéressante, en ce sens que ça nous dit que le monde extérieur de la salle de classe que nous avons devant nous, ce monde-là n'est pas un monde prédéfini parce que nous travaillons avec des humains qui sont imprévisibles. Nous travaillons dans un contexte contingentiel. Et là, le sujet va interagir avec cet environnement-là. Et donc, dans ces interactions, il va falloir interpréter nos actions, le sens, ce qui va réguler, ce qui va, je dirais plutôt, définir nos modes d'action. Et ce faisant, nous élaborons des stratégies pour pouvoir nous maintenir dans cet environnement-là qui par moments peut paraître hostile, donc on ne veut pas se dénaturer, et donc il faut se maintenir, et ce faisant, on va essayer de réguler notre façon de faire, et ce qui va nous amener à émerger à faire émerger de nouveaux savoirs, mais ces nouveaux savoirs-là découlent plutôt de notre expérience. Et là, donc, quand on interprète l'action, du moins nos interactions, ça dit que le monde extérieur, la réalité de la salle de classe n'est pas prédéterminée. Et le fait de pouvoir s'adapter en tant que sujet autopoétique, ça dit qu'on essaie d'assurer une certaine autonomie à notre niveau. Et donc, cette autonomie nous amène à élaborer de nouveaux savoirs, mais ce nouveau savoir émerge de l'action. Il n'est pas du tout donné, donc on va le chercher et c'est l'activité qui nous permettra de pouvoir construire ce savoir-là. Mais comment est-ce qu'on pourrait accéder à ce processus interne que l'enseignant fait dans la construction du savoir pratique qui émerge? Parce que il ne faudrait pas l'oublier que ce que l'enseignant fait dans sa salle de classe, c'est quelque chose qu'il vit, qu'il voit et qu'il sent. Nous, en tant qu'observateurs externes, on ne serait pas en mesure de saisir toute la pertinence. Et donc, pour pouvoir saisir toute cette pertinence-là, il y a la conscience pré-réflexive de Thoreau. Parce qu'en interaction avec l'environnement, il y a un couplage structurel. Ce couplage structurel amène l'enseignant à avoir une connaissance immédiate de son activité, c'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et donc, il y a d'une part une conscience de la présence à soi dans l'activité, comme le dit Thoreau, et cette présence à soi dans l'activité amène l'enseignant à trouver des solutions par rapport aux problèmes émergents. Donc, il y a une sorte de verbalisation qui se fait dans cette présence à soi dans l'activité, parce que je dialogue avec moi-même. Donc, il y a un dialogue intérieur qui se fait. Comment est-ce que je vais résoudre cette situation? Il ne comprend pas comment je vais procéder. Alors, et là, il y a ce qu'on appelle la production du savoir-faire implicite, qui est un savoir qui est vraiment vécu, qui est vu et su par le sujet acteur lui-même. Et c'est ce que Schoen va appeler le savoir-faire tacite. Et il y a Vermeersch,
Vermeersch, qui, dans une perspective phénoménologique, nous dit que pour pouvoir accéder à ce savoir implicite-là, il faut un entretien d'explicitation. Donc, il va s'intéresser au procédural, au comment faire et au développement de cette expertise-là. Alors, donc, amener l'enseignant à mettre dans des mots des stratégies de régulation de son propre fonctionnement cognitif pendant l'activité, pendant sa conduite de l'activité, alors cela nous amène à comprendre comment un enseignant ou une enseignante va construire son propre style professionnel. Le propre style professionnel, c'est sa propre grammaire de la pratique, son propre langage de la pratique, sa propre syntaxe de la pratique. Et c'est ce qui va le définir, et c'est ce qui va définir son construit identitaire. Parce qu'il y a une prise en charge de son cheminement. Il va rompre avec le genre professionnel, mais rompre, c'est trop dire, mais il va aller puiser dans le genre professionnel, dans le savoir collectif, pour se reconstruire et s'adapter et s'affirmer comme professionnel, Et donc, à ce niveau-là, il va falloir comprendre comment est-ce que l'activité en lui-même, qui porte les germes de la transformation professionnelle de l'enseignant, amène l'enseignant à développer ce style-là. Alors, dans ma thèse doctorale en 2016, j'ai pu constater dans les observations que j'ai faites dans le suivi de deux enseignants, en particulier en termes d'études des cas, le caractère autodéterminant de l'activité. Et ce caractère autodéterminant de l'activité a démontre de façon générale pourquoi est-ce que la pratique est dynamique. La pratique est dynamique et parce que quand nous sommes dans l'action, quand nous sommes dans le feu de l'action et qu'il y a des problématiques émergentes, on va toujours émettre des hypothèses. On est toujours en train d'émettre des hypothèses au cas où ça ne marche pas. Donc, cela nous donne la porte d'accès à de multiples actions possibles et donc à une adaptation selon l'activité. Donc, on sera amené à construire de nouveaux schèmes d'action et donc, on va apprendre par nous-mêmes. Et donc, cet apprentissage par nous-mêmes, qu'on va appeler l'auto-formation ou apprendre par soi, Carré, Moisson et Poisson ont déjà ont proposé un modèle dans ce sens-là dans le cadre de la formation des adultes, où ils démontrent que l'acteur principal demeure le je, le moi, le sujet acteur, qui est le régulateur principal de tout type de formation. Qu'on soit en éco-formation où on va apprendre par l'objet, ou qu'on soit en co-formation où on va apprendre par ou avec l'autre, on demeure toujours l'acteur principal, le régulateur principal de notre propre cheminement. Et ce qui m'amène à comprendre que l'identité professionnelle découle du construit expérientiel, en ce sens que l'interaction entre le jeu, le sujet acteur et son environnement pédagogique va le mettre dans une dynamique de couplage structurel, donc en interaction constante avec l'environnement, et de cette interaction constante va découler un savoir pratique qu'il va construire, et ce savoir pratique qu'il va construire définit son style professionnel, et parce qu'il va avoir au départ, il avait une image théorique qu'on appellera plutôt une image épistémique de ce que c'est de ce qu'il va faire, mais au contact de la réalité, cette image théorique va se transformer en image opérative, et cette image opérative va définir sa façon de faire. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la grammaire de la pratique, son propre langage à lui. Et donc, pour pouvoir accéder à ça, il va falloir qu'il l'extériorise, qu'il met ça dans des mots. Et ces mots-là
la mise en mots, donc la mise dans des mots, la verbalisation va nous permettre de découvrir les paramètres clés du construit identitaire. Et ces paramètres clés vont s'articuler autour de l'individu, du contexte et de sa démarche. Et ces paramètres clés montrent d'une part que le maintien de l'enseignant dans la démarche de développement professionnel se fait à travers tout un système d'autorégulation, qui découle de la réflexion qu'il mène sur son propre cheminement cognitif, mais aussi à la lumière de ce qui se passe dans son environnement. Et cela n'est possible qu'à partir du moment où il y a un couplage structurel, c'est-à-dire qu'il interagit avec l'environnement. Et c'est de cet environnement particulier que va émerger le savoir pratique qu'il va développer, et ce savoir pratique qui va définir son style professionnel. Mais attention, ce style professionnel devra être partagé avec la communauté et validé par la communauté de pratique. C'est ce qu'on va appeler le genre professionnel. Alors, en conclusion, j'espère que je suis dans le temps. En conclusion, il va falloir pour pouvoir comprendre le construit identitaire professionnel en enseignement et voir comment la pratique réflexive et l'autorégulation dans les cours d'action se font chez l'enseignant, il va falloir chercher à comprendre comment est-ce qu'il articule la pensée et l'action dans des structures de sens. Parce que on est constamment dans la construction de sens dans nos interactions avec l'environnement pédagogique, et cette construction de sens exige de nous d'élaborer des stratégies de faire. On a tous vécu ça et on vit ça tous. Malgré tout ce que nous allons faire, tous les efforts que nous allons investir dans tout ce que nous allons faire pour nos élèves ou nos étudiants, il en aura toujours un ou une ou quelques-uns qui diront que ce que nous avons fait n'est pas assez. Donc, on est toujours amené à revoir ce qu'on fait. Et donc là, Tauchon parle plutôt du fait que le construit identitaire, ce processus de construction des savoirs pratiques émergents, c'est quelque chose qui est vraiment vécu et senti par l'enseignant. Et c'est lui seul qui est en mesure de mettre dans des mots la particularité des actions qu'il pose et qui amènent au succès réalisé, à l'innovation réalisée. Et donc, ce faisant, il est nécessaire d'amener l'enseignant à verbaliser cette conscience pré-réflexive en termes de présence à soi dans l'activité. Et cette verbalisation nous permet vraiment de reconfigurer le rapport de l'enseignant à son dispositif pédagogique. Et en reconfigurant ce rapport, on arrive à mettre en perspective l'intelligibilité de son action. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il l'a fait? Et comment est-ce qu'il est amené à déconstruire tout ceci et à pouvoir s'adapter à la situation, donc sa capacité autorégulatrice, et enfin à s'affirmer comme un professionnel ou une professionnelle qui s'assume, réfléchit. Et c'est ce qui amène l'enseignant à une sorte que moi j'appelle stylisation, donc à une sorte à définir un style professionnel, à s'affranchir, à s'affirmer comme celui qui sait d'où il vient, qu'est-ce qu'il vit et où est-ce qu'il va. Alors, en perspective, je pense qu'il serait très intéressant, mais je pense qu'il est pertinent, pour moi en tout cas, de concevoir et de développer des dispositifs de formation initiale et continue à l'enseignement, dans tous les ordres d'enseignement, qui va aller favoriser la méta-réflexion chez l'enseignant sur les relations de signification qu'il doit établir entre ses actions
et puis son environnement pédagogique. Et en faisant cela, nous sommes en mesure de pouvoir comprendre la rationalité, toute la rationalité qui se trouve, qui est sous-jacente à sa pratique, et aussi les implications que cela peut avoir sur la construction identitaire chez lui. Et je pense que la meilleure façon de procéder dans cette perspective-là, c'est de mener, c'est de s'inscrire dans une perspective, comme l'a dit, de gagner de recherche pragmatico-interprétative qui va se faire en collaboration réflexive avec l'enseignant et puis aussi tous les acteurs du processus de formation des enseignants, que ce soit en formation initiale ou continue. La bibliographie est très longue, alors je pourrais vous en passer ça plus tard. Alors j'ai fait toute une liste par rapport à ça que je ne pourrais pas mettre ici. Alors au plaisir, voici ma contribution. J'espère que je suis resté dans le temps. Il est 12h42, donc il nous reste comme 18 minutes d'échange.